C'est lac. C'est lac. Non, Blast. Blast. C'est un B là. Ah, Blast. c'est un B. Black. Blast. 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 C'est bien, bien. C'est la vie de Jean-Jean. La vie de Jean-Jean. La vie de Jean-Jean. La vie, oui, ça fait quand même beaucoup. La vie, c'est un truc. Enfin, comme tu veux. Je voudrais vous parler de mon père. Ben, vous savez, j'avais quel âge? J'avais donc 8-9 ans. Et je voyais la vie que menait mon père. Je voyais rentrer. Il était trempé jusqu'aux os. Je voyais la vie que c'était, la vie qu'il mettait. J'avais un grand respect. J'avais 8-9 ans, je disais. Donc, il ne se disputait pas avec ma mère. Il y avait pas, non, jamais je les ai entendus se disputer. Jamais, jamais. J'ai pas connu, moi, ce genre de circuit, les parents qui se disputent. Moi, j'ai pas connu ça chez moi. Est-ce qu'ils s'aimaient? Je sais pas. Ils se supportaient, en tout cas, mon père. Ma mère avait dû trouver quand même que c'était un gars qui était pas trop désagréable, puisqu'il était sympa quand même. Est-ce qu'elle l'aimait? Je sais pas. Je sais pas, j'ai pas bien vu. Mais mon père, j'avais un très grand respect pour lui, parce que c'est assez drôle. Vous savez, quand j'allais tous les ans, au mois de juillet, je vais à Vincennes. Il y a un grand tournoi de Vincennes, et à Vincennes, il y a un Algérien qui s'occupe des terrains à Lille. Et quand je vais là-bas à Vincennes, au mois de juillet, mon anniversaire, je l'appelle Ali. Alors il vient, je vois, il rigole. Et je lui paye un pot, on va se taper une bière. Et je lui dis, bon, j'ai à la santé de mon père, qui, quand je suis né, il a dû rincer tous les mecs du bistrot. C'est drôle, mais je ne dis rien concernant ma mère, mais je vous ai raconté pourquoi, comment ça s'est passé. Donc j'ai mon père, là, il va travailler pendant la guerre, pendant 2 ans, il allait travailler en Ardennes, il faisait des allers-retours. À la Libération, un peu plus tard, il se met à travailler avec un autre Italien. Bon, ils avaient un contrat, pas de contrat, c'était un contrat verbal, il travaillait avec lui, tout ça. Il s'est avéré que il s'est fait estamper par le... Mon père savait pas lire, il savait pas, c'était facile d'estamper. Donc il s'était fait, mon père était c'était malheureux et tout ça. J'essayais d'arranger le coup, le gars, rien à faire, on pouvait rien faire avec lui. Bergamini s'appelait. Bon, la vie se passe. Et puis je pars en courrier, et je rentre de courrier, et je vois, il y a mon cousin qui m'attendait à l'aéroport. Il me dit, je dis, bah, qu'est-ce qui se passe? Il dit, bah, ton père est mort cette nuit. Je rentre à la maison, puis mon père était mort dans un accident cardiaque. Ah, je dis, c'est pas possible. Je dis, je peux pas l'enterrer sans avoir cassé la gueule à ce gars. Je peux pas enterrer. Et donc, je pars. Le lendemain, je m'en vais rue Théodore-Honoré. Il habitait rue Théodore-Honoré. Il habitait dans un quartier où il y avait beaucoup d'Italiens. Il y avait Piero Sella. Merci Piero Sella encore. Je te remercie. Heureusement que tu étais là ce jour-là. Et donc, c'était midi. Alors, il y a tous les gens dehors. Ça. Et je vois arriver dans la rue. J'étais dans le milieu de la rue. Et il monte. Il faisait 1m90. C'était une armoire à glace. Il rentre coguenard. Il me voit dans le milieu de la rue. Moi, avec mon mètre de 70. Seulement, moi, j'avais fait 2 ans de boxe, les enfants. Je savais ce que c'était, la boxe. Je savais ce que c'est de faire un crochet du gauche, un crochet du droit à la main, à la mâchoire, et vous êtes électrocuté. Je connaissais, j'avais pris un jour un crochet du gauche dans un combat de boxe, comme ça, à l'entraînement. Mais c'est un combat de boxe, un coup à la mâchoire, mais vous prenez un coup dans le cerveau. C'est un coup de fait. Et il arrive devant Goguenard, et puis, pam, pam. Il se prend un crochet du gauche, un crochet du droit, tombe à genoux, un crochet du droit, un crochet du gauche, et il s'affale par terre, KO dans le milieu de la rue. Et puis je m'en vais, quoi. Je pars.
Alors, je sais pas ce qui s'est passé, mais il y avait encore ce Trignol, fameux type qui était très connu dans le milieu du cinéma, Trignol, qui était là, qui avait vu la scène, avec Pierrot Sheila, qui lui est parti. Et donc, la police me recherche, mais elle me retrouve pas, j'étais chez mes parents. Et puis, la police, ils ont vu, oh, c'est un truc de rital entre eux, il y a une histoire de... Bon, ils ont interrogé les gens un petit peu, bon, ils ont dit, bon, bah, c'est une histoire entre eux, et laisse tomber. Mais lui dépose une plainte contre moi. Et à l'époque, vous savez, les procès, maintenant vous avez dans toutes les communes les trucs du tribunal, tout ça, mais à l'époque, tous les procès, ça se passait à la 13e chambre correctionnelle de Paris. Et je connaissais bien la chambre correctionnelle, la 13e chambre correctionnelle de Paris, parce que quand je travaillais dans l'hôtellerie, j'allais beaucoup à la préfecture de police parce que tous les apatrides qui habitaient l'hôtel, ils avaient besoin pour leurs papiers, pour faire changer leur... Donc, je faisais ça, je partais en vélo et j'allais à la préfecture de police. Et puis, de temps en temps, je traversais, j'allais dans le palais de justice et je montais à la 13e chambre, écouter les procès. C'était marrant, à la 13e chambre de correctionnelle, il y avait toutes les histoires qui se passaient dans les HLM, dans les histoires. C'est assez drôle. D'abord, c'était assez drôle parce qu'on voyait des fois 5-6 avocats qui arrivaient en courant pour aller dans la 13e chambre parce qu'ils savaient qu'il y avait un gars qui avait un truc marrant à défendre. C'était un spectacle. Donc, j'étais pas impressionné par la 13e chambre de correctionnelle. Bon, j'ai un copain qui était avocat, que j'avais connu on l'avait connu en Corse, au camping, à Porto, je me souviens. Il me dit, bon, je vais te défendre et tout ça. J'ai dit, écoute, je fatigue pas trop. Et puis donc, je suis en correctionnel. Et bon, le président me questionne, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je lui raconte, voilà, monsieur, il a escroqué mon père, il avait ruiné mon père, et puis je lui dis, quand mon père est décédé, j'ai eu envie je l'ai frappé. Bon, il écoute ça, et il entend la déposition de l'autre. Mais l'autre, le salaud, son avocat dit, ben voilà, il a été frappé par un point américain. Il avait un point américain et c'est comme ça qu'il a frappé mon client. Oh la vache! C'est là que ça devenait très important. Parce que là, j'avais frappé avec un point américain, mais là, c'était une agression. C'était plus la même chose. C'était plus le même tabac. Heureusement. Il y avait Pierrot Sheila, merci Pierrot, qui est venu, qui a dit, ouais, monsieur, j'étais sur place, je peux vous dire que j'ai vu ça. Il n'y a jamais eu question de point américain. Il l'a frappé carrément au visage et tout, c'est ça. Ils sont venus face à face et puis il dit, c'est lui qui a tapé le premier. C'est lui qui est descendu. Ça m'a sauvé. Bon, j'ai payé les frais de dommages et intérêts, puisqu'il y a eu les dents, il y avait la mâchoire, il y avait fracture de la mâchoire, il y avait les dents qui avaient sauté aussi. Voilà, ça s'est terminé comme ça. J'ai rencontré après une fois ce gars-là dans la rue. J'ai rencontré une fois, je lui ai dit, oh, les dents que tu as dans la bouche, c'est moi qui te les ai offertes. Il a rien dit, il a passé, il s'est pas ramené. Il y avait son fils, il avait mon âge, mais il est pas venu se frotter aussi. Voilà, et c'est comme ça que j'ai enterré mon père. J'ai enterré là sur ce truc-là. Mais ça aurait pu être catastrophique. Si Pierrot Sheila n'avait pas été là, j'étais marron, je prenais sûrement en prison avec sursis peut-être, mais moi, je ne sais pas ce que j'aurais fait dans ma carrière d'Air France. Voilà, ça aurait pu sauter de ma carrière. C'était c'était mon père. Voilà. Je garde un souvenir inoubliable de mon père. Quand il y avait un enterrement dans la rue, quelqu'un qui décédait, le corbillard venait, c'était des chevaux, un cheval qui tirait le corbillard. Et j'entendais ce bruit des sabots sur le pavé quand il essayait de tourner, qui glissait, et ces cloches qui sonnaient à la volée à l'époque. Les cloches sonnaient à la volée. Ah, sous ce truc, j'étais très impressionné par les enterrements. Ça, c'est vraiment un truc. Alors, c'est pas ma tasse de thé, hein, ça, je dis, bon, de dire. Mais surtout les cloches qui sonnaient. C'est beaucoup plus tard que j'ai aimé les cloches qui sonnaient. Je me souviens, j'allais passer la nuit chez des amis, on rentrait au petit matin et il y avait l'Angélus du matin. Ah, c'était autre chose. C'est autre chose que ces cloches, une tristesse. À l'époque, ils sonnaient des cloches en fonction
En fonction peut-être du mariage, peut-être de la mort, j'en sais rien. Bon, je ne veux pas faire un parallèle à ça. Enfin, bon, on va arrêter avec ça. Bon, c'est pas marrant. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous ou sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant. Et si tous nos contenus sont en libre accès, c'est grâce au soutien financier de nos blasters et de nos abonnés. Pour nous soutenir, faire un don unique ou mensuel, rendez-vous sur blast-info.fr. Partagez. Voilà. Et likez. Likez.